On en vient à présent à l'évacuation du plus grand campement de migrants de France, situé à Paris, dans le 19e arrondissement. Près de 1000 migrants ont été accueillis dans des gymnases en Île-de-France avant que leur demande d'asile ne soit examinée. Ce campement était au cœur d'un bras de fer entre Anne Hidalgo et Gérard Collomb. C'est un reportage d'Héloïse Grégoire avec Fabien Riquer. C'était le plus grand camp de migrants parisiens. 6 heures, ce matin, porte de la Villette, les forces de l'ordre ont évacué les réfugiés. À la file indienne, dans le calme, sous surveillance policière, les 1600 migrants, des hommes pour la plupart venus de la Corne de l'Afrique, ont été évacués progressivement vers des hébergements d'urgence. Ce jeune Tchadien de 25 ans a reçu sa convocation, il est prêt à partir. Ces documents, en fait, je lis même, c'est en anglais, je lis, mais je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas le sens. Et donc la dame, elle m'a expliqué, donc c'est des règlements du centre qu'on va partir. Et puis il y a 3 fois repas par jour. Et on a du lit et on a des soins médicaux. La ville de Paris et l'État ont décidé ensemble de cette mise à l'abri des réfugiés, après de longues semaines de bras de fer entre Anne Hidalgo et Gérard Collomb sur les modalités de leur prise en charge. Et pour la maire de Paris, l'évacuation arrive un peu tard. Je constate qu'il a fallu attendre plusieurs mois, 4 mois, avant d'arriver finalement à une opération comme celle que nous avions conduite jusqu'à présent, c'est-à-dire dans le calme, dans le respect des personnes et leur permettant de pouvoir aller se poser, se reposer et d'avoir accès à une information sur leurs droits. 40 bus ont été affrétés pour les emmener dans ces gymnases. En tout, 24 structures d'accueil ont été mobilisées en Île-de-France. Une fois arrivés, les réfugiés peuvent se reposer pendant 15 jours. En fonction des demandes, certains seront orientés vers des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, d'autres dans des centres d'orientation pour obtenir le statut de réfugié. Des assistants sociaux et des membres de l'Office français de l'immigration sont là pour examiner leur situation. C'est-à-dire que là, mes équipes sont en train de recenser les personnes, elles déclarent leur situation. Il y a 3 situations, il y a des réfugiés, il y a des personnes qui sont déjà en demande d'asile et puis il y a des primo-arrivants qui peuvent accéder à la demande d'asile et qui seront orientés vers le centre de la préfecture de police. Il reste encore 2 camps à Paris, leur évacuation devrait avoir lieu la semaine prochaine. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'accueille Esther Benbassa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste rattachée au groupe communiste ici au Sénat de Paris. Également sur ce plateau, Pierre Lissia. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes élu à Les Républicains du 18e arrondissement de Paris. Vous avez réalisé récemment une vidéo, non pas de ce campement, mais celui situé Porte de la Chapelle à Paris, pour interpeller notamment les autorités. On va en parler dans un instant. Emmanuel Grégoire est également avec nous. Bonjour, vous êtes adjoint socialiste à la maire de Paris, en charge du budget. Et j'accueille enfin Pacôme Rupin, merci d'être avec nous, député La République En Marche de Paris. Première question pour vous, Esther Benbassa. Il fallait évacuer ce campement. Près de 1600 migrants étaient installés, ce qui faisait du millénaire le plus grand campement de France. Oui, bien sûr, mais ça vient un peu tard, n'est-ce pas? J'ai visité plusieurs fois ce camp, on a même fait des vidéos, etc. Vraiment, la situation était déplorable avec un point d'eau, 3 cabines de toilettes de chaque côté de la rive, et il y avait des bébés. Moi, quand je me suis rendue la dernière fois, il y avait des bébés qui naissaient sur place, peut-être les personnes avaient été hospitalisées. Je n'ai pas eu de réponse à mes questions. Hospitalisées pour accoucher, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est indigne d'une démocratie comme la nôtre, la 5e ou 6e puissance économique, de voir ces personnes accumulées dans ce camp sous des tentes. Il faut dire que à peu près 40% des demandes d'asile se font à Paris et il n'y a que 2%, alors, on va y venir, si vous voulez bien, Esther Benbassa, du logement, enfin des lieux d'accueil pour ces personnes. Donc il y a quand même un déséquilibre. Il fallait mettre un terme à ce campement indigne, selon Esther Benbassa. Il y a eu trop d'atermoiements, à la fois du côté de la mairie de Paris, mais aussi des autorités du ministère de l'Intérieur.
Je crois que sur des sujets aussi graves, il faut que toutes les autorités publiques travaillent ensemble. Et puis y avoir quelques désaccords qui se sont exprimés entre le ministre de l'Intérieur et la maire de Paris. Moi, je salue déjà le fait que cette intervention se soit très bien passée, dans des conditions difficiles, sensibles. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en revenir dans le débat. Mais il faut bien dire que les personnes qui sont dans ces campements, souvent, malheureusement, ne sont pas des personnes qui répondent aux critères de la demande d'asile. Or, aujourd'hui, il y a eu une amélioration conséquente sur l'accueil des demandeurs d'asile. Et donc là, on est dans un sujet assez sensible, qui est que ce sont des personnes, d'ailleurs c'est dit dans le résumé, de la Corne de l'Afrique, qui souvent viennent pour d'autres raisons qu'une demande d'asile. Donc qui ne pourront pas de toute façon avoir le statut de réfugié. Donc la question qui se pose, c'est quand ces personnes sont sur notre territoire, comment est-ce qu'on arrive à s'en occuper, comment est-ce qu'on arrive à analyser leur situation, comment est-ce qu'on les accueille de manière inconditionnelle. Ça, c'est un principe auquel j'adhère sans aucun doute, mais il faut aussi pouvoir arriver à éloigner, reconduire à la frontière les personnes qui ne peuvent pas... On va y venir après de la situation de ces migrants. Emmanuel Grégoire, sur ce bras de fer dont on a parlé à la fois entre Anne Hidalgo et Gérard Collomb, il était temps justement que ça se termine, que cette polémique arrive à son terme? Oui, c'est un soulagement, ça s'est bien passé. Il était temps que ça cesse parce que dans l'intérêt des personnes qui ont été mises à l'abri ce matin, et aussi dans l'intérêt des riverains, parce que tout ça se fait dans des quartiers qui connaissent par ailleurs des difficultés, il était temps que ça cesse. Et oui, il faut que l'ensemble des acteurs qui sont concernés travaillent main dans la main. D'ailleurs, depuis 2015, ça s'était ainsi passé 34 fois sans problème. Et ce que nous reprochons à Gérard Collomb, mais heureusement depuis ce matin, c'est terminé, c'est d'avoir trop tardé, beaucoup trop longtemps, pour des raisons que nous ne nous expliquons pas, sur la nécessaire mise à l'abri inconditionnelle, vous l'évoquiez, Monsieur Rupin, de ces personnes, ce qui n'empêche pas après une prise en charge administrative dans les filières prévues par la loi pour faire les évaluations individuelles. Ça a trop longtemps duré. Gérard Collomb s'est enfermé dans quelque chose qui ne pouvait pas tenir. On comprend que les autorités de l'État ont débloqué la situation et ce matin, nous en sommes heureux et soulagés. Oui, les responsabilités sont partagées, selon vous, Pierre Licia, à la fois entre la mairie socialiste et le ministère de l'Intérieur? Moi, je suis assez mal à l'aise d'abord de voir cette bataille de communication entre la mairie de Paris et le gouvernement. D'abord parce que c'est une bataille de communication purement politique qui se fait au détriment et sur le dos malheureusement des riverains de la Porte de la Villette, mais des riverains d'autres quartiers, ceux du canal Saint-Martin, ceux de la Porte de la Chapelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la 35e évacuation aujourd'hui. Depuis 2015, on a des installations sauvages de migrants dans Paris. Depuis 2015, on a, en tout cas, ni le gouvernement ancien comme actuel, ni la mairie de Paris n'a réussi à anticiper depuis 3 ans pour apporter des solutions durables pour qu'on ne puisse plus aujourd'hui à Paris voir des reconstitutions de la sorte, qui sont absolument indignes. On est d'accord sur le fait que c'est indigne, mais nous avions une solution. C'est effectivement la solution. Excusez-moi, elle n'a pas marché pendant. D'abord, elle n'a pas été faite en concertation avec le gouvernement, puisque le gouvernement à l'époque, c'est l'ouverture du centre d'hébergement de la Porte de la Chapelle, a été totalement mis au pied du mur. Les élus locaux, les riverains également, personne n'a été consulté dans cette histoire-là. Il y a eu énormément de débordements autour de ce camp de centre d'hébergement, personne n'en a parlé, ça a duré plus d'1 an, pour les riverains c'était devenu invivable, et ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux rappeler, c'est que cette situation qu'on connaît Porte de la Villette, c'est pas une situation nouvelle, dans la mesure où bien avant la fermeture du centre d'hébergement de la Porte de la Chapelle, il y avait déjà des camps de migrants dans les rues de Paris, et notamment Porte de la Chapelle. Pierre Licia, hasard du calendrier, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est auditionné au Sénat aujourd'hui. Les sénateurs préparent l'examen du projet de loi Immigration et Asile, déjà adopté par l'Assemblée nationale. Je vous propose à ce propos d'écouter Gérard Collomb. Il a donc exprimé ses craintes de voir justement ces migrants revenir sur le territoire français. On écoute. Ce matin, comme vous le savez, la presse de cet après-midi s'en est déjà fait écho. Nous avons transféré vers un certain nombre de lieux d'hébergement les migrants du camp du millénaire. C'est plus de 1000 personnes concernées. C'est la 34e évacuation que nous avons réalisée depuis Paris,
pour un nombre total de 28 000 personnes en 2 ans et demi, ce qui montre évidemment l'importance des difficultés. Et cet exemple à lui seul suffirait à montrer l'étendue de la problématique. Esther Benbassa, on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur effectivement qui se félicite du bon déroulement de l'évacuation du campement du millénaire, mais il y a encore d'autres campements dans Paris. Comment on peut justement éviter que de nouveaux campements se reforment ? Écoutez, d'abord, il faut trouver de l'hébergement pour ces gens. Enfin, les campements se produisent parce qu'il n'y a pas où aller. Et puis, il faut quand même réfléchir sur les Dublinais. On pense toujours qu'on va pouvoir les expulser. Tous, on ne peut pas les expulser. Il faut quand même, aujourd'hui, faire Alors, on une rappelle, politique. Les Dublinais, ce sont ces migrants qui ont été enregistrés dans un pays de l'Union européenne, qui ont parfois laissé leurs empreintes. La loi, le règlement veut qu'ils retournent dans le pays où ils étaient enregistrés. Oui, mais ils ne pourront pas retourner. C'est certain, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas possible de retourner dans leur pays. On ne peut pas aujourd'hui faire que de la politique politicienne. Les uns ont tort, les autres n'ont pas. On n'aurait pas dû avoir des campements et avoir un discours comme le vôtre, monsieur, très technocratique. Écoutez, je crois que vous devriez visiter un peu les centres de rétention et les campements, et vous verrez qu'il y a un vrai problème. Votre réponse, c'est vrai qu'il y a des cas faciles, ceux qui relèvent du droit d'asile, qui vont pouvoir en bénéficier, et puis il y a d'autres Dublinais. On sait que le taux de renvoi est très faible, peut-être pas comme Rupin. Allez-y, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, mais j'ai pas fini ma phrase. Allez-y, je vous en prie. Oui, parce que le problème, ce n'est pas seulement la crise humanitaire. Il y a un problème d'accueil. Et j'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas de la cosmétique de nouveau. Et qu'on va lâcher ces personnes dans 2 semaines, sans logement. On va les faire attendre pour avoir des papiers. Enfin, vous savez, on n'est pas débordé. En 2017, les Allemands ont fourni des papiers, des documents de protection. Les délais d'attente aussi, justement, en France, le nombre est 325 000. Non, mais moi, je déplore dans ce débat qu'on s'attaque les uns les autres. On est tous des responsables politiques et l'idée, c'est de trouver des solutions communes. Alors, je suis peut-être quelqu'un de technocratique, j'en sais rien. En tout cas, le centre de rétention administrative de Paris à Vincennes, je l'ai visité pendant la discussion sur le projet de loi Asile et Immigration. Et moi, je me suis engagé sur ce sujet dès 2015, quand il y a eu le camp d'Austerlitz. Parce que quand on dit que c'est nouveau, que ça met autant de temps à ce qu'il y ait une réponse, c'est faux. Le camp d'Austerlitz, ça a duré des mois et des mois. Donc on est sur une situation qui n'est pas nouvelle et sur laquelle nous avons tous des responsabilités. Donc l'idée, et c'est l'idée du projet de loi, non mais je viens justement au projet de loi qui est en ce moment au Sénat et que nous avons examiné pendant plusieurs jours à l'Assemblée nationale, c'est justement de réduire la durée de procédure de la demande d'asile, qui est beaucoup plus élevé qu'ailleurs en Europe, qui est 14 mois, et qui évidemment vient engorger le système. Parce que si on peut donner une réponse beaucoup plus rapidement à un demandeur d'asile, c'est autant de place ensuite qui se libère dans les hébergements de demande d'asile. Donc il faut donner plus d'efficacité dans cette politique pour qu'on n'ait pas ce genre de problème. Emmanuel Grégoire et ensuite Pierre Licia, allez-y. Oui, l'idée n'est quand même pas de savoir de qui c'est la faute, parce que clairement, c'est la faute ni du ministre de l'Intérieur, ni de la maire de Paris, ni aucun de nous quatre, s'il y a des réfugiés qui arrivent en France. C'est un phénomène mondial, largement valable pour l'Europe. On fait face à des afflux très importants et avec des arrivées de 50 à 80 personnes par jour. Donc, on peut régler toute la situation actuelle. De toute façon, il en arrive tous les jours et ça ne risque pas de s'inverser à court terme. Et oui, vous avez raison, nous devons trouver des solutions. Et c'est précisément ce à quoi on essaie de s'atteler. Et l'une des conditions, c'est d'empêcher immédiatement la reconstitution des campements. Il y a 2 réponses pour ça. Il y aura une approche policière qui consisterait à pousser, ce serait le choix du gouvernement. C'est pas non, je l'entends, c'est pas une compétence de la ville. Et l'autre solution ne peut pas consister en autre chose qu'à créer des capacités d'hébergement pour les primo-arrivants et pour l'aval, de façon à gérer ces flux. Et c'est là que quand même
la question de la situation des Dublinés est centrale. Parce que j'ai une petite divergence de diagnostic, Monsieur Rupin, avec vous, sur la cause de l'engorgement. La cause de l'engorgement, oui, il y a les délais d'instruction. Le projet de loi a proposé des choses. C'était un sujet aussi largement de moyens. Hein. Pour réduire les délais, il suffit qu'il y ait plus de gens pour les instruire. On a augmenté le budget de 26%. Il y a des choses qui ont été faites. Mais en revanche, l'engorgement, il est lié au fait qu'il y a très peu de Dublinés qui sont renvoyés. On dit c'est moins de 10%. Oui, c'est le taux effectivement. Et on voit des pays comme l'Italie, notamment Rome, qui les acceptent de moins en moins. Et ceux qui sont renvoyés reviennent parce que aucun des pays concernés ne prend aucune mesure pour les garder par définition. Et donc c'est simplement ce principe de réalité que tous les acteurs publics, quelle que soit leur sensibilité politique, doivent gérer, y compris pour soulager ces quartiers, parce que des solidarités de proximité font que c'est quand même souvent les mêmes quartiers qui sont les principaux concernés. Il faut résoudre la situation. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, vous avez raison, c'est pas de la faute ni de l'État ni de Madame Hidalgo si vous avez des centaines de milliers de personnes qui quittent la Corne de l'Afrique pour venir en Europe. En revanche, je tiens pour responsable. Il y a une situation de guerre. Il y a une situation. Je sais bien. Bon. Mais je tiens pour responsable Madame Hidalgo qui, en 2015, au moment où Angela Merkel se drapait dans les vêtements de la solidarité européenne, Madame Hidalgo évacuait à grand renfort de CRS les premiers camps d'Austerlitz, de la Chapelle, et elle a eu une communication. Une hyper-communication sur Paris et Ville Solidaire, Paris accueille les migrants. Et donc on avait des visuels en français, en anglais, en arabe sur Paris accueille les migrants, alors même qu'à ce moment-là, Paris n'était pas en mesure d'accueillir les migrants. La preuve, c'est que les migrants s'entassaient dans les rues du 18e arrondissement de Paris. Combien on en a accueilli, ça, c'est la première chose. Depuis 2015 Combien? Ça, c'est la première chose. 35 000. Combien on a accueilli l'Allemagne? Mais combien 1,7 million. 1,7 million en Allemagne. 35 000 en France. Et vous ne pensez pas que c'est une réponse coordonnée, concertée à l'échelle avec l'État? Alors justement, mais les Allemands nous reprochent de ne pas l'avoir trop concerté. 1,7 million. S'il vous plaît. Je vous propose d'écouter, puisque Gérard Collomb était encore auditionné il y a quelques minutes au Sénat, le ministre de l'Intérieur qui a employé ce terme de benchmarking. Je pense que ça va vous faire réagir. On l'écoute. Le Sénat aime beaucoup, pour pouvoir trouver ses propres repères, regarder les différentes législations pour voir un peu comment l'on se situe par rapport aux autres pays européens. Puis-je vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez par exemple que telle nationalité, que là encore je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. C'est plus facile en France, et Esther Benbassa. Oui, mais enfin, écoutez, entendre tout ça est inadmissible. Madame Nathalie Loiseau, il y a quelques semaines, avait utilisé cette expression du shopping d'asile. Elle avait fait une traduction, une mauvaise traduction, parce que en anglais, asylum shopping ne veut pas dire shopping comme chez nous. On utilise des mots qui sont vraiment inadmissible pour parler de ces humains qui sont dans les rues, qui traînent, qui viennent. Ils viennent en France. Vous savez, s'ils pouvaient partir en Angleterre, ils ne resteraient pas en France. C'est un shopping meurtrier, la France. Et il dit tout ça lorsqu'il y a des solidaires. Aujourd'hui, il y avait le procès de Martine, d'Amnesty, de Martine Landry, qui a été reporté je ne sais pas combien de fois, parce qu'elle a aidé deux ou trois mineurs à passer de l'Italie en France parce qu'ils avaient été renvoyés en Italie. Nous avons demain le procès de solidarité. Je voudrais finir avec les Briançonnais demain, les 3 Briançonnais qui vont passer devant le tribunal pour avoir aidé des mineurs à passer. Ce qu'on appelle le délit de solidarité. Le délit de solidarité, mais il faut arrêter d'avoir humaine de la part de la majorité. Technocratique, shopping, oui. Enfin, il faut aussi dire. Non, mais il faut aussi un moment dire les choses, c'est-à-dire qu'il y a différentes situations pour les migrants. Monsieur Grégoire rappelait à raison tout à l'heure le cas des Dublinés. C'est quoi les Dublinés? Ce sont des personnes qui sont sous les règlements de Dublin, donc un règlement européen. Dans un espace ouvert qui est l'espace Schengen.
Et donc, quand Gérard Collomb pointe du doigt le fait qu'évidemment, il y a différentes législations et qu'il faut essayer de se coordonner et d'avoir des législations qui convergent vers le même sens, c'est logique. C'est logique. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Mais dans quel sens? Dans celui vers plus de fermeté, plus de politique de dissuasion, ou au contraire, plus d'accueil? Comme ça fait l'Allemagne, ça a été rappelé. Ah bah oui. Vers plus de convergence vers une politique simple qui est notre droit, qui est le droit aujourd'hui en France, qui est le droit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on accueille les demandeurs d'asile, le temps de la procédure d'asile, ils sont hébergés et accueillis par l'État. Non, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. C'est pour ça que je vous demande de discerner, madame. C'est peut-être technocratique de discerner, mais malheureusement, nous sommes obligés de discerner aujourd'hui les différentes populations. Et donc il y a, oui, ce sont des Dublinés, donc ce ne sont pas des demandeurs d'asile en France. Comment on peut arriver en France sans passer par l'Italie? Moi, je veux bien qu'on parle de convergence européenne, etc. Mais en tant qu'élu du 18e et surtout riverain de ces camps-là, je voudrais savoir comment concrètement les choses vont s'arranger. Il me semble que dans ce pays, il y a quelque chose qui s'appelle la loi. Je ne suis pas législateur, il me semble que vous l'êtes. La loi doit s'appliquer. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que la loi n'est pas appliquée. Le bon sens voudrait que... On a parlé de l'engorgement des centres d'accueil, mais pourquoi est-ce que les centres aujourd'hui d'accueil sont engorgés? Tout simplement parce qu'il arrive des personnes et en fonction de leur dossier, les déboutés du droit d'asile notamment, ne sont pas systématiquement renvoyés dans leur pays. C'est pas moi qui le demande, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui l'impose et qui le veut. On ne peut pas envoyer partout, monsieur. Mais il y a des pays sûrs et pas sûrs. Les déboutés du droit d'asile, ceux qui sont dans l'illégalité sur notre territoire, doivent être raccompagnés à la frontière, c'est la loi. Aujourd'hui, il y a un engorgement des centres d'accueil parce que la loi n'est pas appliquée. Une observation. D'abord, il y a, en matière de loi, il y a les lois réelles, les lois formelles. Et en la matière, vous avez beau avoir la loi que vous voulez, si le pays d'accueil ne l'accepte pas, pour avoir un accueil humain, forcé. Mais monsieur, pour avoir un accueil humain, il faut appliquer la loi. Sinon, les gens que vous accueillez, vous les accueillez sous les ponts. Le sujet, c'est indigne. Absolument, on est tous d'accord, donc on va manifestement trouver une solution. Le sujet, c'est de l'accueil humain. Et moi, ce que je reproche beaucoup au ministre de l'Intérieur actuel, c'est qu'en ne réglant pas rapidement ce type de situation, il crée un phénomène de stress médiatique extrêmement puissant, de dégradation des conditions, qui, y compris, nourrit ce sentiment très populiste d'invasion migratoire, etc., qui est contraire à la réalité. La réalité, c'est que notre pays, dans le benchmarking, pour reprendre le très vilain mot du ministre, on est manifestement peu attractif, puisqu'ils sont très peu à être venus comparés à l'Allemagne, comparés à la Suède, à des tout petits pays qui ont accueilli beaucoup plus de monde que nous. Donc, compte tenu du fait qu'on en a peu, une stratégie nationale d'accueil des primo-arrivants et d'hébergement digne, tout en faisant respecter la loi. Moi, je conviens que est-ce que le gouvernement a volontairement laissé pourrir cette situation? Ça participe de la politique de dissuasion? Au niveau national, le projet de loi qui est examiné aujourd'hui vise en effet à converger avec les autres législations et aussi les autres pratiques dans les autres pays européens. Mais il y a un travail, attendez, excusez-moi, il y a un travail qui est fait aussi par le gouvernement sur la réforme du règlement Dublin, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un travail qui est fait par le président de la République. Hier, il essayait d'avoir une solution sur la crise en Libye. C'est extrêmement important parce que le sujet, il est surtout international. C'est pareil sur la crise en Syrie. Il y a une action très positive de la France parce qu'il y a un moment, il faut aussi que ces migrations, on évite qu'elles arrivent et que les personnes ne soient pas obligées de migrer de situations qui sont catastrophiques ou en passant par des pays comme la Libye où il y a des passeurs. Donc il faut aussi lutter contre cela. Donc il y a toute une action qui est prise sur tous les niveaux aujourd'hui du parcours migratoire. Il faut qu'on continue afin qu'on puisse régler définitivement ce problème. Vous savez, on sait que vous avez signé une tribune, des mots vides, parce que ça ne veut rien dire, monsieur. Vous défendez un gouvernement qui est indéfendable. Vous parlez comme monsieur qui est républicain. Il a le droit, bien sûr, comme tout le monde, d'appartenir là où il veut. Attaché au respect de la loi. Non, mais laissez-moi finir. Améliorer l'accueil des demandeurs d'asile. C'était dans notre programme. Le gouvernement fait de son mieux pour décourager les exilés. C'est le découragement. Il faut les décourager, soi-disant pour qu'il n'y ait pas
d'appel d'air, ce fameux appel d'air. Écoutez, promenez-vous un peu, allez voir ce qui se passe. Les centres de rétention, vous avez Paris-Vincennes, d'accord, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, ils sont surchargés. Qu'est-ce que vous allez faire en mettant ces gens dans ces centres et en rallongeant la durée Esther de Benbassa, 45 que préconisez-vous, puisqu'on arrive au terme de ce débat, que préconisez-vous justement? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes? Je préconise un accueil rationalisé et pas décourageant. Les personnes qui arrivent, l'Allemagne s'est bien débrouillée. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, un tout petit pays comme la Suède. Et on va pas faire on va pas faire le top 50 des Aujourd'hui, vous voulez accueillir toute personne qui est... Alors l'Allemagne, un accueil rationalisé, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Esther Benbassa. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'Allemagne a reçu 1,5 million. L'Allemagne a débouté 300 000 demandeurs d'asile. D'accord. Attendez, laissez-moi finir. En 2017, l'Allemagne a donné des titres de protection. Les débats s'annoncent animés quand le projet de loi Asile-Immigration arrivera au Sénat. Nous, on n'a donné que 40 000. Merci Esther Benbassa. Arrêtons quand même. On ne vous mettra pas d'accord sur ce plateau. Merci à tous les quatre. Heureusement que je ne suis pas d'accord avec lui. Et on va ouvrir le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Vaspart. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Côtes-d'Armor. Également avec nous Hervé Maurey. Bonjour, président de la Commission d'aménagement du territoire. Vous êtes par ailleurs sénateur centriste de l'Eure. Et puis Jean-Michel Houllegatte est également avec nous. Bonjour, sénateur socialiste de la Manche. On va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, sur les principales dispositions adoptées sur cette réforme ferroviaire par le Sénat. Michel Vaspart, jusqu'ici, les débats, on l'a vu, ont été marqués par les prises de position des communistes, mais dans l'ensemble, la majorité sénatoriale a soutenu la majorité présidentielle sur ce texte? Oui, on a soutenu la majorité présidentielle tout simplement parce qu'il y a eu un travail en commission qui a été un travail excessivement important. Entre le texte qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale et celui qui sort du Sénat, il y a quand même énormément d'apports, notamment en matière également de protection sociale, sur un certain nombre de sujets. Et nous trouvons que le texte est adapté. D'autre part, il y a eu également une réduction des ordonnances que souhaitait le gouvernement. Il y a eu véritablement des débats. D'ailleurs, on le voit, hier, l'article 1 nous a occupé quasiment toute la journée, jusque très tard dans la nuit. Donc on ne peut pas dire que le débat n'a pas eu lieu sur les sujets essentiels de cette réforme ferroviaire. Hervé Maurey, c'est le travail de co-construction qui s'est fait avec le gouvernement, qui a porté ses fruits dans le cadre de ce débat parlementaire. Écoutez, comme l'a dit Michel Vaspart, on a un texte qui va sortir du Sénat très nettement amélioré par rapport au texte que l'on a reçu de l'Assemblée nationale. On a reçu de l'Assemblée nationale un texte sur lequel il n'y avait rien en matière sociale. On a écrit le volet social avec des dispositions pragmatiques, responsables et de nature à rassurer les syndicats. On a renforcé l'aspect aménagement du territoire, qui est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on ne veut pas que l'ouverture à la concurrence conduise à de moindres dessertes de nos territoires. Donc je crois que le Sénat a pleinement rempli sa mission et montre une fois de plus son utilité à un moment où on parle de réformer les institutions. On a besoin du Sénat et on a besoin du camérisme en France. Ouais. Jean-Michel Houllegatte, peut-être un avis un peu différent de celui de vos collègues sénateurs? Pas sur le dernier point. Je crois qu'on peut aujourd'hui être fier d'être sénateur parce qu'on voit très bien que le gouvernement s'y était mal pris, avait fait les choses à l'envers. Nous, on aurait souhaité au contraire qu'il y ait une loi sur les mobilités, puisqu'on l'a vu dans les débats. On a beaucoup parlé du fret, on a beaucoup parlé éventuellement... Une grande loi sur les mobilités est en préparation. Grande loi, oui, mais il aurait été préférable d'avoir une grande loi sur les mobilités qui définisse un cadre. Et puis après, derrière tout ça, faire le travail parlementaire. Et on voit très bien que les ordonnances ont été, je dirais, la mauvaise solution. Et aussi, il faut rendre compte d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas eu la mobilisation des salariés, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus. Donc il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui, sur le terrain, se sont mobilisés pour faire bouger les choses. Justement, en ce qui concerne cette mobilisation des salariés, elle doit cesser maintenant. Il n'y a plus de motif de faire la grève, selon vous, Michel Vaspart? La grève est un droit constitutionnel, bien entendu, et personne ne veut la remettre en cause. Néanmoins, je crois que nous pouvons espérer qu'au lendemain de l'approbation de ce texte, c'est-à-dire peut-être ce soir ou demain matin, il
puisse y avoir un apaisement, parce que moi je pense effectivement à l'instant à tous nos concitoyens quand même, parce qu'on parle beaucoup effectivement de cette réforme ferroviaire, mais ça touche maintenant depuis un certain nombre de semaines nos concitoyens, ça les met dans des difficultés excessivement importantes. Donc à partir du moment où on a apporté un certain nombre d'améliorations et de solutions, ça devrait être de nature à faire cesser la grève, si en tout cas les syndicats le souhaitent, mais je crois que nous le souhaitons fortement. Nous souhaitons fortement que ce texte soit également une facilité de sortie. Oui, pourtant la grève est maintenue normalement jusqu'au 28 juin. Hervé Maurey, est-ce que vous lancez un appel solennel justement aux syndicats à cesser le mouvement ? Oui, naturellement, Michel Vaspart l'a dit, dès lors qu'on va avoir un volet social qui sera, je crois, tout à fait respectueux des salariés de la SNCF. Dès lors, il faut le rappeler aussi que le gouvernement fait un effort en annonçant la reprise de la dette, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel pour l'avenir de la SNCF. Et dès lors que la loi va être prochainement votée, je crois qu'il va falloir, selon la formule célèbre, savoir arrêter une grève. Moi, je suis très choqué d'entendre des syndicats qui disent « mais même si la loi est votée, on continuera la grève ». Je pense que ça n'est pas acceptable de dire des choses comme ça, que ça n'est pas démocratique. Le droit de grève est certes un droit constitutionnel, mais la liberté d'aller et venir, la liberté de devoir aller à son travail et de pouvoir travailler, de pouvoir aller passer des examens pour les étudiants, c'est aussi quelque chose qui me paraît tout à fait indispensable. Alors, on voit bien d'ailleurs que l'opinion publique ne soutient plus cette grève. Oui, c'est le principe de cette émission. On va retourner en salle des conférences pour une réaction à ce débat parlementaire en cours. À vos côtés, Saveria Rojek, le sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin. Absolument. Bonjour Olivier Jacquin. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants alors que je sais que vous défendez justement des amendements sur cette réforme ferroviaire. Comment justement avez-vous jugé les débats jusqu'à présent depuis mardi ? Ils sont d'autant plus intéressants qu'on sent qu'il y a un vrai espace pour le Sénat. Et donc, on a un certain nombre de marqueurs pour mon groupe qui sont posés et on a vu un certain nombre d'évolutions, je vais vous dire insuffisantes, sur une question majeure comme l'organisation et la gouvernance de SNCF, cette transformation à SA. On n'a rien obtenu. Le gouvernement a été absolument inflexible. Et en matière sociale, on proposait un amendement de bon sens qui disait, par respect pour les cheminots qui sont en cours de négociation, qui ont un statut qu'ils connaissent, on met fin au recrutement au statut lorsque on a négocié la nouvelle convention collective ferroviaire nationale. Il me semblait que c'est quelque chose de bon sens. Nous n'avons rien obtenu, malgré de nombreux amendements de repli qui proposaient des délais progressifs. Je vais le dire comme ça, que dalle. Donc là, il y a une vraie déception. Maintenant, vous m'extrayez de l'hémicycle. Il y a d'autres bagarres très importantes après-midi sur les conditions de transfert des agents qui seraient soumis à un changement d'opérateur. Et je crois que là, il y a des choses importantes à jouer. Et mon groupe a fait des propositions qui nous semblent progressiste. La ministre Elisabeth Borne a rendu hommage au travail qui a été fait en commission. C'est un texte amélioré qui va sortir du Sénat. Elle peut remercier M. Maurey et M. Cornu, qui sont à la fois compétents, mais étonnamment conciliants avec le gouvernement. Quand on se rappelle comment est sorti le texte de l'Assemblée nationale, on s'attendait que la majorité, les Républicains, le durcissent d'un point de vue libéral. Il se passe quelque chose d'inverse. Pourquoi ? Alors, il y a des choses secrètes qu'on ne sait pas, mais il y a une chose avérée, c'est la pression des syndicats progressistes. Et là, je découvre ce genre de situation en négociation. Je pense que UNSA et CFDT... bien sûr. Et je salue l'intelligence du rapporteur. Je lui ai par provocation dit, est-ce que Gérard, tu voudrais pas ta carte au Parti Socialiste ? Vous voyez ? Et non, il y a encore du boulot là. Mais je crois que je vais vous laisser. Très bien, je vais vous laisser justement retourner en séance. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas perdu mon amendement. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On va continuer le débat en plateau. Jean-Michel Houllegatte, on a entendu un petit peu là aussi les inquiétudes à l'instant même justement d'Olivier Jacquin, le chef de file des socialistes, sur ce texte, notamment sur tout ce qui concerne le volet social et le transfert des agents. Alors là, est-ce qu'il y a des compromis qui ont été obtenus en commission, notamment sur la possibilité de revenir à la SNCF et sur la garantie d'un salaire net aussi ? Tout à fait, mais je crois que ce n'est pas encore suffisant. Si on veut véritablement que le mouvement s'arrête, il faut qu'on soit en capacité d'apporter
des garanties aux salariés qui sont inquiets. Et ils ont parfois raison d'être inquiets, même s'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées sur le droit d'option, il y a eu des avancées sur la capacité à pouvoir revenir, mais le statut, pour moi, fait partie du patrimoine génétique, d'une certaine façon, des salariés qui l'ont à l'heure actuelle. Je ne vois pas pourquoi ils devraient le perdre en cas de transfert ou du moins en cas de retour. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont progresser, je l'espère, cet après-midi et qui permettront justement au groupe de se déterminer et qui sont, moi, à mon avis, des choses extrêmement fondamentales pour pouvoir justement être en capacité de rassurer les salariés qui sont inquiets. Cette question du transfert des agents en cas effectivement de l'ouverture à la concurrence, les garanties sont nécessaires ou vous comprenez les inquiétudes de Jean-Michel? Je voudrais quand même rappeler d'abord que le statut n'est remis en cause qu'à partir de 2020, c'est-à-dire qu'à partir des futurs entrants. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont le statut, il n'y a rien qui change. C'est quand même utile de le rappeler. Deuxièmement, en ce qui concerne les transferts, le personnel qui sera transféré gardera son niveau de rémunération, gardera dans la nouvelle entreprise un certain nombre d'avantages sociaux qu'on appelle le sac à dos social. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'essentiel des avantages dont il bénéficie aujourd'hui. On a proposé et on a inscrit dans le texte de la Commission, après avoir reçu les syndicats au grand jour, et il n'y a rien de caché, contrairement à ce qui était sous-entendu dans votre reportage, une possibilité de retour vers l'entreprise d'un salarié qui aurait été transféré dans une autre entreprise si dans un délai qui pour l'instant est fixé entre 3 et 6 ans, il souhaite revenir à la SNCF, il le pourra et il pourra retrouver son statut. Et je rappelle également que le transfert se fera avant tout sur la base du volontariat dans un périmètre assez large puisque c'est à l'échelle d'une région entière. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup de salariés dans ce pays qui aimeraient bénéficier de ce qu'on est en train d'écrire dans la loi. Donc je veux bien qu'on fasse de la démagogie, je veux bien quand on est dans l'opposition qu'on dise un peu tout, son contraire et n'importe quoi. On entend ça notamment avec les communistes depuis 2 jours maintenant, mais regardons les choses en face et je crois que vraiment on arrive à quelque chose de très correct. Michel Vaspart, on imagine effectivement que vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ces questions de statut, notamment en cas de transfert des agents? Oui, mais juste un mot, parce que je pense que Hervé vient d'expliquer bien les choses sur les transferts, même si tout n'est pas actuellement encore voté. Hein. Mais juste une chose aussi sur une forme de désinformation qui est assez pénible, parce qu'en définitive, ce n'est pas exact. On a ajouté, nous aussi, au niveau de la Commission, l'incessibilité des parts que détient l'État dans les différentes filiales qui vont être créées. L'incessibilité. Donc quand on parle, ou quand nos collègues communistes parlent de privatisation, c'est du mensonge. Ce n'est pas une privatisation. Il y a une ouverture à la concurrence et de notre point de vue, cette ouverture à la concurrence, elle est salutaire pour améliorer le service ferroviaire, que ce soit pour les lignes TER, pour les Transiliens bien entendu, ou que ce soit aussi l'open access pour les TGV. Donc je crois, attention à la désinformation. Oui, mais attention aussi à la démagogie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, parce que nous avons posé des questions, justement. Nous avions une loi qui est la loi de 2014 avec ces 3 EPIC, et on ne nous a pas pour l'instant prouvé que ça ne fonctionnait pas et que ça ne pouvait pas fonctionner dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. On a plusieurs fois interpellé Madame la Ministre qui ne nous a pas répondu. Donc on a l'impression que le gouvernement veut avoir des marqueurs qui sont des marqueurs un peu dogmatiques, à la fois sur la transformation des EPIC en SA et sur l'abandon du statut, alors qu'en réalité, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas eu les réponses qui justifiaient une telle position. Alors Jean-Michel Houllegatte, on va retourner justement en séance puisque Tam Tranuy suit de près les débats pour nous. Tam, on va faire un point notamment sur la question des péages. Ça a donné lieu à beaucoup de débats ce matin. Et oui, l'aménagement du territoire qui était au cœur des débats ce matin, alors que le Sénat a adopté, cela contre l'avis du gouvernement, un dispositif qui fait en sorte que les régions n'aient pas à pâtir d'éventuelles hausses du péage ferroviaire. Alors on va essayer d'expliquer ce sujet assez technique. Pour être tout à fait clair, SNCF Réseau, qui gère les infrastructures, fait payer des péages aux opérateurs, aux trains, pour qu'ils aient accès à ces infrastructures. Ces opérateurs, c'est SNCF Mobilité et puis d'autres opérateurs qui auront accès à ces marchés une fois qu'il y aura eu l'ouverture à la concurrence. Alors certains trains font l'objet d'une convention, ils sont subventionnés par les régions, ce sont les TER, les intercités qui sont indispensables à la couverture du territoire, et le Sénat craint que les hausses des péages décidées par SNCF Réseau puissent devenir
insoutenable pour les opérateurs d'un point de vue financier, que cela se répercute ensuite sur les finances des régions. Ronan Dantec l'a très bien résumé tout à l'heure, je le cite, « Il faut qu'on ait la garantie que demain, l'État ne dira pas aux régions, puisque c'est vous qui voulez cette ligne-là, c'est vous qui allez payer. » Tout cela poserait bien sûr de gros problèmes d'égalité territoriale. Je précise bien que pour amender le dispositif, 3 amendements identiques ont été adoptés des groupes UC, RDSE, socialistes, et cela avec la bénédiction du rapporteur Les Républicains Gérard Cornu, mais contre l'avis du gouvernement. C'est dire qu'il y a une forme d'union sacrée au Sénat lorsqu'il s'agit de protéger les territoires face aux éventuelles conséquences négatives de la réforme ferroviaire. Merci à vous, Tam. Avant d'en débattre avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une autre réaction. À vos côtés, Saveria Rojek, la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci d'être sorti quelques instants de l'hémicycle pour nous répondre justement. Comment avez-vous jugé la teneur des débats jusqu'à présent depuis mardi? Comment jugez-vous, j'allais dire aussi, l'attitude d'Elisabeth Borne, de la ministre? Hier dans l'hémicycle, elle a accusé le groupe communiste de faire circuler des contre-vérités à propos de la privatisation de l'entreprise. Écoutez, d'abord je juge que c'est un débat qui est quand même âpre, parce qu'il y a vraiment 2 positions qui s'opposent, c'est-à-dire celle du gouvernement et effectivement la nôtre, où elle défend finalement l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire la voie vers la privatisation. Nous sommes pour un service public de qualité, donc amélioré avec des moyens. Et hier, elle n'assumait pas finalement sa politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin, on entend quand même que oui, il y a l'ouverture à la concurrence, elle assume un peu plus, disons, sa politique. Comment pouvez-vous parler d'une voie vers la privatisation alors que l'incessibilité a justement été inscrite dans la version sénatoriale du texte? Parce que, si vous voulez, on sait très bien, et avec la rencontre qu'on a eue avec les différents syndicats des autres pays européens, ils nous ont montré, et vraiment exemple à l'appui, et ce qui me navre, c'est qu'ils n'ont pas rencontré que le groupe, ça c'est bien qu'ils aient rencontré d'autres groupes, mais ce qui me navre, c'est que les autres groupes politiques visiblement n'en aient pas tiré les mêmes conclusions. Ils ont montré que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, les choses s'étaient un peu déroulé de la même façon, et qu'au bout du bout, on est arrivé vers une privatisation qui était larvée, mais qui en fait a dégradé la qualité de service. Donc on part d'un constat où effectivement les conditions de transport sont difficiles, parce que l'État depuis 20-30 ans n'a pas investi, et on en arrive en disant la solution miracle, c'est la privatisation. Un des points importants à discuter cet après-midi dans l'hémicycle, ce sont les conditions de transfert des salariés. Quelles sont les modifications qui sont prévues pour ces conditions de transfert des salariés? Écoutez, en tout cas, là aussi on va se battre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'on est vraiment les porte-voix des cheminots et des passagers qui ont besoin d'amélioration. Et on défend le statut des cheminots parce que ce ne sont pas des privilégiés, ce sont des droits conquis, et ça permet, y compris, d'éviter qu'il y ait une mise en concurrence entre les salariés d'une même entreprise, qu'il y ait effectivement des conditions de travail qui permettent de répondre aux impératifs d'un service de transport. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette nouvelle réaction. Hervé Maurey, vous souhaitiez réagir justement aux amendements adoptés ce matin en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le rôle des régions. Oui, d'abord je voudrais réagir à ce que vient de dire Mme Cohen, parce que c'est vraiment insupportable d'avoir des sénateurs communistes qui passent leur temps à répéter des contre-vérités. Il n'est pas question de privatiser. Il n'y a pas un sénateur, pas un seul, qui a demandé la privatisation de la SNCF. L'ouverture à la concurrence, ça n'est pas la privatisation. Donc arrêtons de raconter des mensonges. Pour revenir à votre question, je crois que l'aménagement du territoire, c'est dans l'ADN du Sénat et que tous les groupes politiques se retrouvent sur le sujet. Donc le dispositif qu'a proposé le gouvernement et que nous avons accepté en commission, c'est qu'il y ait un système de péage du réseau qui soit incitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SNCF ou demain un concurrent, pour exploiter une ligne, doit payer à SNCF Réseau un droit d'usage de la voie ferrée. Et pour éviter qu'il y ait des bouts de ligne qui ne soient pas desservis, l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait un péage qui soit incitatif. Concrètement, aujourd'hui, si on prend un TGV Paris-Chambéry, la portion Lyon-Chambéry n'est pas rentable. Donc pour éviter que demain elle ne soit plus desservie, le gouvernement a l'idée de dire ça coûtera moins cher pour la SNCF ou un concurrent de payer le rail pour un Paris-Chambéry que pour un Paris-Lyon.
Ça, c'est le système que propose le gouvernement. On pense que c'est bien, mais que ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que nous avons inscrit dans le projet de loi, un dispositif qui était dans la proposition de loi que j'avais présenté avec Louis Nègre, qui est l'obligation pour l'État de conclure des contrats de service public si d'aventure ce dispositif n'était pas suffisant. C'est-à-dire que si malgré ce dispositif, on n'a pas des lignes qui desservent les bouts de ligne, c'est-à-dire Paris-Chambéry, pour rester sur mon exemple, eh bien l'État aura obligation de conclure un contrat de service public pour assurer cette continuité, cette desserte sans rupture. Le gouvernement n'était pas favorable. Est-ce que vous redoutez qu'en commission mixte paritaire, les députés ne retiennent pas cette option? La commission mixte paritaire, j'aurai l'honneur de la présider et on fera tout pour que ce qui a été voté au Sénat soit maintenu. Jean-Michel Houllegatte. Oui, un mot sur l'ouverture à la concurrence. Elle est ni plus ni moins que la résultante de l'acte unique de 1986. Alors c'est vrai, elle doit se faire de façon progressive, de façon modérée, mais surtout de façon encadrée. Et l'ouverture à la concurrence, vous me permettez l'expression, c'est un peu mettre un tigre dans le moteur du ferroviaire. Donc ça veut dire qu'il faut que les barreaux de la cage soient solides. Et c'est bien notre travail de faire en sorte que cette ouverture à la concurrence, elle puisse être cadrée et solidement cadrée. Pour revenir à ce qui s'est passé ce matin, moi je crois qu'au-delà du triangle qui nous anime, c'est-à-dire la qualité de service aux usagers, l'équilibre des territoires et l'aménagement du territoire, et puis aussi les salariés, eh bien, il y a eu une unité, non pas uniquement sur les territoires, mais pour bien comprendre que la SNCF, c'est notre patrimoine commun à tous, c'est d'une certaine façon une référence un peu historique, et que nous ne voudrions pas revenir à la situation d'avant 1937, où vous auriez des compagnies régionales, etc., etc. D'où la nécessité de la péréquation, et c'est pour ça, je pense qu'on a eu une unité, une belle unité ce matin, qui montre aussi, là aussi, la force du Sénat, et qui sera un appui pour la commission mixte paritaire. Oui, est-ce qu'on pourra malgré tout empêcher la fermeture de certaines petites lignes jugées peu rentables? On se souvient du rapport Duron qui avait mis le feu aux poudres, Michel Vaspart. Ah oui, alors ça, on peut dire que le rapport Spinetta a mis le feu aux poudres dans les territoires. On a un réseau ferré qui est absolument très dense en France, et on a également un certain nombre de projets de rénovation de lignes, puisque ça a été dit par les uns et les autres, mais le réseau secondaire a été très très délaissé. Il y a eu une priorité de mise depuis des années sur les lignes LGV. Ça a été des choix politiques, et on n'a pas à revenir dessus puisqu'ils sont là et très bien. Et ça dessert aussi des villes moyennes. Mais même si Fabienne Keller a fait aussi voter un amendement pour justement garantir que les lignes LGV en cours seront bien, menées à terme. Eh bien oui. Eh bien oui, et j'ai eu l'occasion de le dire également en tribune lors du début de la discussion de cette loi. Tout simplement parce que nous tenons, évidemment, c'est l'ADN évidemment du Sénat, l'aménagement du territoire, donc nous tenons à ce que les villes moyennes continuent à être desservies par des TGV. Ceci dit, il y a eu un engagement de la ministre à plusieurs reprises, et encore cette fois-ci, sur le maintien des petites lignes, puisque effectivement il y avait eu un traumatisme au lendemain de la parution du rapport Spinetta. Ouais, mais ces petites lignes rentables, est-ce qu'il faut à tout prix les maintenir, Hervé Mouret? C'est effectivement une des questions que l'on se posait après ce rapport Spinetta. Écoutez, le gouvernement a pris des engagements sur le fait qu'il ne reviendrait pas sur la desserte apportée par ce qu'on appelle de manière impropre les petites lignes, mais c'est vrai que l'inquiétude, elle demeure au Sénat, et l'ensemble des interventions qu'on a pu entendre ce matin, vous parliez notamment de Ronan Dantec, mais il n'était évidemment pas le seul là-dessus, montre qu'il y a une inquiétude, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre le plus de garanties possible dans le texte. Maintenant, il faut aussi faire preuve de responsabilité. Quand on a des lignes où il y a tellement peu de voyageurs que ça coûterait moins cher d'offrir un taxi à chacun des voyageurs, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et d'intelligence. Mais on est, encore une fois, très attaché à cette desserte de nos territoires. Tout à fait. Les territoires doivent être irrigués. Je veux dire, c'est une des grandes problématiques que l'on a actuellement en matière d'aménagement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos territoires ruraux sont en souffrance. Et d'ailleurs, le Sénat prend des initiatives, et il prend des initiatives conjointes. C'est une très bonne chose pour leur revitalisation. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a des phénomènes de métropolisation qui sont en train de s'opérer au détriment donc, des territoires les plus reculés, d'une certaine façon, et que d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le ferroviaire ou par d'autres modes de transport, il faut que nos territoires continuent à être irrigués. Michel Vaspart, on évoquait aussi la question de la reprise de la dette, puisque vendredi dernier, c'est Édouard Philippe qui a fait des annonces en ce sens. Gérard Cornu, le rapporteur du texte, me disait que ce n'est pas aux cheminots de supporter cette dette, mais est-ce que c'est aux contribuables, puisqu'au final, c'est aussi une question qui se pose, qui va payer cette reprise de la dette partielle par l'État? Écoutez, la dette, elle n'est pas due effectivement essentiellement au problème de dysfonctionnement ou de fonctionnement de la SNCF. Elle est due aussi aux choix politiques que les gouvernements
toutes sensibilités confondues, ont pu faire en matière d'investissement, je le disais tout à l'heure, notamment sur les essentiellement sur les LGV. Donc cette dette-là, elle dépend d'abord de l'aménagement du territoire et elle revient d'abord à l'État. Donc que l'État récupère ces 35 milliards d'euros de dette, ce n'est que tout à fait juste, de façon à redonner toute sa force à la SNCF pour pouvoir se redévelopper dans le cadre de ses filiales une fois l'opération faite. Mais c'est de l'aménagement du territoire et c'est de la responsabilité de l'État. Donc ça rejaillira sur les contribuables. Hervé Maurey et Jean-Michel Holgat, peut-être. Oui. Alors, Rapidement, parce que ça a été un des éléments du débat, la dette, elle peut aujourd'hui être reprise par l'État parce que les conditions des finances publiques le permettent. Et s'il n'y avait pas eu les mesures qui ont été prises par le gouvernement précédent, celui notamment de l'action de François Hollande, eh bien nous ne serions pas en capacité d'avoir une maîtrise des dépenses publiques qui permettent, entre guillemets, d'avoir le critère des fameux 3%. 3% du PIB, c'est 66 milliards, donc on est largement dans la capacité d'absorber sur plusieurs années, bien évidemment, la dette. Hervé Maurey, je crois qu'il ne vaut mieux pas parler du bilan de François Hollande, notamment sur ce sujet, parce que je rappellerai quand même que c'est le gouvernement précédent qui a enterré la réforme sociale de la SNCF qui était indispensable et qui a dit en compensation, on va reprendre la dette, laisse-moi finir, en compensation, on va reprendre la dette pour 3 mois plus tard, enterrer le sujet et laisser cette dette. Et c'est quand même ce gouvernement que je ne soutiens pas, parce que je ne suis pas dans la majorité, qui a le courage de reprendre la dette. Alors s'il y a bien un sujet sur lequel les socialistes devraient faire profil bas, c'est celui-là, parce que l'attitude du gouvernement Hollande sur la SNCF a été absolument honteux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est très bien de reprendre la dette, mais il faut faire en sorte de ne pas continuer à générer 3 milliards de dettes par an. Alors on sait que ces 3 milliards de dettes par an, il y en a moitié qui sont dues à la dette, mais il reste quand même 1,5 milliard. Mais la transformation en société anonyme, de toute façon, va empêcher justement... Oui, alors justement, c'est aussi une réponse que j'aimerais apporter à M. Holgat, qui fait semblant de ne pas comprendre pourquoi on transforme les EPIC en SA. C'est que quand vous avez une SA, vous ne pouvez pas avoir un tel volume de dette. Vous avez des obligations comptables, des obligations de transparence, des obligations en termes de gestion et de gestion rigoureuse qui n'existent pas dans l'EPIC. Voilà pourquoi le gouvernement, et je le soutiens là-dessus, a décidé de transformer la SNCF en société anonyme par rapport à un EPIC. C'est pas par dogmatisme, c'est par souci de l'efficacité de la gouvernance. Jean-Michel Holgat. Oui, je veux dire, il y a des EPIC qui fonctionnent très très bien. C'est pas automatiquement parce que vous êtes en EPIC que vous êtes automatiquement en dette. Je crois qu'il faut aussi savoir garder raison dans cette argumentation. En ce qui concerne le gouvernement Hollande, on peut quand même lui porter à son crédit d'avoir mis d'une certaine façon en avant la fameuse convention collective qui est en cours de négociation sur les transports ferroviaires au sens large du terme. On a commencé ce débat, Michel Vaspart, en s'interrogeant aussi sur le rôle et l'attitude des syndicats après le vote du Sénat. On a vu l'UNSA et la CFDT proposer des amendements, faire bouger le texte sans pour autant renoncer à faire grève. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un déblocage de la situation peut-être après le vote solennel mardi? Écoutez, je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est que nous ne pouvons que l'espérer, parce qu'encore une fois, je répète un peu, mais c'est par rapport à l'ensemble de nos concitoyens qui sont touchés par cette grève, je crois qu'il va être temps, évidemment, qu'elle cesse. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure déjà. En tout cas, ce que je voudrais dire, moi, j'ai été vraiment très fier d'être sénateur autour de ce texte, parce que on était quand même assez décriés, les parlementaires en général et le Sénat en particulier. Et je dois dire que là, le travail du Sénat a été remarquable, grâce notamment au président et au rapporteur de notre commission, qui ont fait un travail absolument considérable. Je trouve que le Sénat, on va attendre la fin de la discussion, mais vraiment peut être montré en exemple sur sa capacité à faire évoluer une impasse dans laquelle le gouvernement était. Et je pense que le gouvernement devrait aussi se souvenir que le Sénat peut servir à quelque chose dans les mois qui vont venir. À bon entendeur, salut. Hervé Maurey, sur l'attitude de l'UNSA et de la CFDT, vous continuez le dialogue avec ces syndicats réformistes. Vous allez les rencontrer avant le vote solennel, peut-être? Écoutez, on les a rencontrés avec le rapporteur, on a maintenu les contacts, on a échangé. Je crois, pour les avoir rencontrés, qu'un certain nombre de dispositions que l'on propose, et notamment cette possibilité de retour vers la SNCF d'un personnel qui aurait été transféré et qui souhaiterait
revenir à la SNCF et retrouver son statut. C'est des éléments qui, pour ces syndicats qui sont, j'allais dire, les plus réalistes, sont des éléments qui vont dans le bon sens. Et je pense, encore une fois, que cela, plus la reprise de la dette, c'est de nature à apaiser les choses, à faire en sorte que cette grève cesse enfin. Alors évidemment, quand on est dans la négation de la réalité, quand on parle de privatisation, quand on dit peu importe la loi, je continuerai, bon, effectivement, vous ne pouvez pas espérer grand-chose de ce type de syndicat. Mais la CFDT et l'UNSA sont dans une approche beaucoup plus réaliste et je pense que les choses devraient se résoudre dans les prochaines semaines et j'espère même les prochains jours. Eh bien, merci à vous Hervé Maurey, merci Michel Vaspart, merci Jean-Michel Houllegatte. Je vous laisse regagner la séance, l'hémicycle, puisque le débat continue. Bonjour Xavier Iacovelli, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Je le disais à l'instant, vous revenez du Yémen. Cela faisait 4 ans que ce pays en guerre n'avait pas reçu de délégation de parlementaires. Alors dans quelles conditions avez-vous pu entrer dans ce pays ? Alors nous sommes rendus au Yémen à l'invitation du gouvernement légitime, le gouvernement élu, qui est aujourd'hui en exil à Riyad, en Arabie Saoudite. Et donc nous avons fait ce voyage d'abord en arrivant à Riyad et ensuite par un avion militaire. Nous nous sommes rendus dans la ville de Marib, district de Marib, donc à peu près à 25 km de la ligne de front avec les rebelles houthis. On imagine que c'était une visite sous haute protection ? Oui, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été très discret sur l'annonce et que nous avons publié les photos et un certain nombre de textes uniquement à notre retour à Paris pour des questions de sécurité évidentes avec le Quai d'Orsay, bien sûr, puisque nous étions avec notre ambassadeur en France au Yémen. Et donc, qui est lui-même réfugié à Riyad, c'est ça ? Qui est lui-même réfugié à Riyad et qui a du coup profité de ce déplacement parlementaire pour venir sur le terrain et constater aussi avec nous l'étendue des dégâts et qui sont effectivement énormes. Alors vous n'êtes resté que 24 heures sur place. Quel était l'objectif de cette visite ? L'objectif était de voir la situation humanitaire, puisque, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, une conférence humanitaire est proposée par le président Macron fin juin. Il a reçu d'ailleurs l'accord du prince héritier Ben Salman de l'accord de la participation de l'Arabie Saoudite et donc de la coalition arabe. Et donc l'idée c'était de faire un constat sur pièce, sur le terrain, de la situation humanitaire qui est catastrophique, de l'absence des ONG, on pourra en reparler, mais l'absence des ONG sur cette partie qui est contrôlée par le gouvernement légitime et par la coalition. Donc voilà, c'était ça en fait, la question humanitaire avant tout. Vous êtes rendu dans des hôpitaux, c'est ça ? Alors dans un hôpital, oui, un hôpital qui traite notamment les patients qui ont été mutilés par les mines antipersonnelles. Une vraie question qui d'ailleurs n'est pas au centre des débats de la coalition et qui pose un vrai problème où la France peut intervenir notamment avec nos structures et les ONG qui travaillent sur le sujet. Nous avons une expertise sur le déminage et donc voilà, donc on a vu aussi toutes les prothèses qui étaient mises en place pour soigner ces patients et pour leur permettre de continuer à vivre dignement. On a bien sûr fait 2 camps de réfugiés où on a pu voir l'étendue des dégâts, puisqu'il n'y a une seule ONG qui intervient, c'est une ONG saoudienne, le King Salman Center, qui intervient, mais sinon aucune ONG internationale n'intervient. Comment l'expliquez-vous ? Parce qu'on parlait de ces 10 000 morts, de cette guerre civile, 2 millions de personnes déplacées, la famille... 2,8 millions dans la région de Marib. Le problème de la région de Marib, c'est que, comme je vous ai dit, on était à 25 km de la ligne de front, donc les ONG ne peuvent pas passer la ligne de front pour des questions de sécurité évidentes, et ne souhaitent pas passer par l'Arabie Saoudite par le nord pour garder cette neutralité indispensable des ONG. Et donc on a une situation de blocage où les ONG du coup interviennent surtout à Sanaa et donc dans une zone contrôlée par les rebelles houthis et soutenue par l'Iran. Et puis on a, alors qu'il y a un afflux énorme de réfugiés, puisqu'on est passé de 400 000 habitants à Marib à plus de 3 millions avec l'afflux de toutes parts. Et donc on a un vrai problème d'accès des ONG et c'est tout l'enjeu, je pense, de cette conférence humanitaire pour créer un sas humanitaire pour les ONG. Oui, on va y venir si vous voulez bien. Il y a aussi un risque de famine généralisée dans ce pays qui est déjà un des plus pauvres justement de cette zone persique. Oui, c'est très pauvre, on a pu le constater.
très pauvres. Il y a aussi une situation de drogue importante, puisque le CAT fait des ravages, autant bien sur l'économie du pays, mais aussi sur la santé. On voit bien que le pays est complètement désorganisé par la guerre civile évidente, mais aussi par la consommation de cette drogue au quotidien. Et donc la famille est grandissante. C'est apocalyptique. Ce pays. Enfin, la zone qu'on a visitée, on se rend compte de l'immensité des besoins. Vous parlez des rebelles Houthis qui contrôlent une partie du pays. Il y a aussi un enrôlement des enfants, c'est ce que vous avez pu constater sur place? Tout à fait. On a pu visiter le centre de réhabilitation. Alors, ils appellent ça le centre de réhabilitation des enfants soldats. Donc, des enfants qui sont pour la plupart kidnappés ou enrôlés de force, avec au mieux... Je prends des pincettes en disant ça, au mieux 2 à 3 semaines de formation et ensuite envoyés au front, ou sinon envoyés, suivant l'avancée des combats, directement au front, après avoir été kidnappés, avec comme action de tirer sur tout ce qui bouge. Voilà, c'est ce que les enfants nous ont dit. C'est des enfants qui sont âgés entre 11 et 14 ans et qui, pour certains d'entre eux, ont déjà 2 ans de combat. Dans leur vie. Donc c'est bien sûr des traumatismes énormes. Et donc le centre humanitaire King Salman qui intervient sur cette réhabilitation, sur l'éducation, et puis surtout reprendre contact avec les familles qui sont souvent sans nouvelles de ces enfants puisqu'ils ont été souvent kidnappés ou enrôlés. On a eu des témoignages d'enfants qui étaient à l'école et toute la classe a été enrôlée de force et kidnappée par les rebelles. Alors, vous parliez de cette conférence humanitaire qui va donc être organisée à Paris fin juin. Que peut-on en attendre? Quel doit être le rôle de la France, justement, pour faire en sorte que ce conflit ne soit plus oublié? Alors, déjà, ce n'est pas une conférence pour la paix. C'est une conférence et je pense que c'est indispensable de le préciser puisque je pense que le président Macron sait pertinemment les limites de l'action diplomatique française. Et donc en l'occurrence, là, il œuvre sur la question humanitaire et c'est tout à son honneur. Donc l'enjeu de cette conférence, c'est de créer ce SAS humanitaire pour permettre aux ONG d'intervenir sur l'ensemble des zones de conflit du Yémen et notamment les zones où on a un afflux massif de réfugiés donc, qui fuient justement les zones des rebelles. Il y a aussi la question de la livraison des armes à Riyad. On sait que certaines ONG font pression sur la France pour arrêter. Tout à fait. Ça, c'est pas un sujet sur lequel, je vous dis honnêtement, on n'a pas abordé ce sujet puisque nous n'avons pas rencontré directement des dirigeants politiques saoudiens. Nous avons rencontré le King Salman Center et nous avons rencontré le QG, on va dire, de la coalition à Riyad. Mais c'est les 2 seules personnalités que nous avons rencontrées. Donc on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet qui est indispensable mais qui dépasse aussi nos compétences. Nous, on était vraiment là pour une question humanitaire, pour constater l'étendue des dégâts et l'étendue des besoins en vue de cette conférence. Et donc, c'était vraiment notre mission. Quel va être maintenant votre rôle en tant que parlementaire, ainsi que le reste de la délégation sur cette question du Yémen? Alors, on a pris l'engagement auprès des autorités yéménites que nous avons rencontrées sur place de déjà prendre contact avec les ONG en France, stationnées en France, pour comprendre, avoir leur version aussi des faits, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas sur ces zones-là. Donc je pense que ça, c'est dans un premier temps, on va voir ces ONG avant la conférence humanitaire. De toute façon, pendant la conférence humanitaire, l'ensemble des ONG seront associés. Nous espérons bien sûr pouvoir assister à cette conférence et continuer au Parlement, auprès du Quai d'Orsay et auprès de la présidence de la République, d'apporter notre soutien à cette conférence humanitaire. Et effectivement, on espère aussi que cette conférence humanitaire aboutira in fine à une conférence pour la paix. Je vous avoue que les paroles de certains responsables yéménites en soutien pro-gouvernemental laissaient peu d'espoir pour l'instant à une solution à court terme du conflit. Oui, ce pays est finalement pris entre d'un côté l'Iran, les soutiens justement à l'Iran et à l'Arabie Saoudite. C'est une guerre civile, qu'on peut l'analyser comme ça, c'est une guerre civile entre un même peuple, mais soutenue par 2 grosses puissances qui sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et donc il y a une espèce de conflit aussi entre ces 2 pays, les Houthis étant soutenus par l'Iran. Donc effectivement, pour l'instant, il y a un blocage des négociations. Oui, vous pensez peut-être aussi interpeller le gouvernement à travers une question d'actualité
d'actualité peut-être? Alors, on attend d'abord de rencontrer les ONG et on essaiera de coordonner effectivement... Des auditions reliées au Sénat, c'est ce que vous pouvez nous dire, Xavier Iacovelli? Je le souhaite, personnellement je le souhaite. Je verrai avec le reste de la délégation, mais je souhaite effectivement que les auditions puissent avoir lieu au Sénat. Et après, on n'est pas dans une mise en cause du gouvernement. Moi, je ne souhaite pas, et pourtant vous connaissez mes positions vis-à-vis du gouvernement. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je souhaite vraiment que le Parlement puisse être en soutien au gouvernement sur cette question humanitaire. Et donc, moi, j'apporterai mon soutien si ça va dans le bon sens et si on va vraiment dans une solution de créer un sas humanitaire pour l'ensemble des réfugiés, parce que c'est avant tout les populations civiles qui sont les principales touchées de ce conflit. Alors que Bercy prépare un vaste programme d'économie, la question des aides sociales, de nouveau au cœur des débats. Le gouvernement veut réorganiser le système, qualifié, je cite, de maquis des minima sociaux. Mais certains redoutent déjà la disparition de certaines de ces aides. Sandra Cerquera. Baisser ou non les aides sociales? Sur cette question, le gouvernement a bien du mal à parler d'une seule voix. Et les couacs s'enchaînent. Tout commence le 20 mai dernier avec une déclaration de Bruno Le Maire. Donc expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent et ce ne serait pas juste ni lucide vis-à-vis des Français. 3 jours plus tard, Gérald Darmanin contredit les propos de son collègue de Bercy. Il y a évidemment des économies à faire dans le domaine social, mais je pense qu'il ne faut pas toucher aux prestations sociales individuelles. Mais hier, le même Gérald Darmanin change soudainement d'avis. Il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ? Il y en a beaucoup, alors je sais le nombre exact, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop, qu'elles font parfois des trappes à inactivité. Difficile d'y voir clair. Le gouvernement Philippe n'avait jamais connu une telle cacophonie. Le séminaire de travail à l'Élysée hier a été l'occasion d'un recadrage. À la sortie, Édouard Philippe a tenté de temporiser. La question n'est pas du tout de savoir s'il y a trop ou pas assez d'aides sociales. La question, c'est de savoir si notre modèle fonctionne, s'il est efficace. Ce caractère très insatisfaisant des résultats ne peut plus durer. Et c'est cela qu'avec Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud, nous voulons changer. Emmanuel Macron aimerait justement que les ministres de la Santé et du Travail soient plus audibles pour ne pas donner l'impression que tout est traité sous l'angle des coupes budgétaires. Une façon aussi de mettre au second plan et de réduire enfin au silence les ministres de Bercy. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Rossignol, bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de l'Oise. J'accueille également Martin Lévrier, bonjour, merci d'être avec nous, sénateur La République En Marche des Yvelines. Jérôme Bascher est également sur ce plateau, bonjour, vous êtes sénateur LR de l'Oise. Et pour nous éclairer sur le gouvernement et sa cote de popularité en ce moment, j'accueille Emmanuel Rivière, vous êtes politologue, directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public. Première question pour vous, Martin Lévrier, est-ce qu'il y a trop d'aides sociales en France? Trop? Je pense que oui, en nombre. En volume, c'est une autre histoire, c'est un vrai sujet, mais le trop, ce qui pose problème selon moi dans ce qu'on appelle souvent le maquis des aides sociales, c'est que même les gens dans la grande précarité ne s'y retrouvent pas, et en particulier les jeunes, je pense en particulier à eux. Donc oui, trop, peut-être mal ciblé aujourd'hui, à repenser en volume, c'est un autre sujet. Oui. Laurence Rossignol, quel regard portez-vous sur cette polémique naissante? Est-ce que vous pensez que c'est le prochain dossier miné pour le gouvernement? Pardon. Je me demande ce que le gouvernement nous prépare avec ces petites phrases qui sont distillées, qui créent un climat, qui visent quand même à installer l'idée qu'il y a trop d'aides sociales. Alors comme vient de le dire notre collègue Martin Lévrier, on ne sait pas si c'est trop de bénéficiaires, trop d'aides sociales, trop de volume, trop de montants. Tout ça n'est pas très clair. Ceci dit, je ne vais pas dire que je comprends le gouvernement, mais je sais qu'après les 4 milliards qui ont été attribués précédemment aux exonérations fiscales pour les catégories de population très 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 riches, il faut bien à un moment donné aller chercher de l'argent pour compenser. Et effectivement, comme il y a plus de gens en difficulté que de gens riches... On prend pour devenir riche, c'est ce que vous dites? C'est pas la hauteur du débat, madame. Alors, si quand même un peu, parce que tout ça ne sont que des affaires de balance. Et à un moment donné, il faut que les plateaux de la balance soient peut-être équilibré, et quand on décide de se priver de recettes fiscales, comme l'a fait le gouvernement avec la réforme de l'impôt sur la fortune, avec la flat tax, eh bien effectivement on se retrouve à devoir ensuite en tirer les conséquences sur les dépenses publiques et sociales. Ceci dit, moi j'entends parler de ça depuis des années. Il y a trop d'aides sociales,
c'est un leitmotiv de tous ceux qui sont contre l'intervention de l'État, contre les systèmes de protection sociale et qui pensent que, à force de libéraliser tout, on finit par avoir des retombées. Je suis très inquiète, bien entendu, avec ce que le gouvernement annonce là, parce que cette histoire des maquis des aides sociales, on dit toujours ça. Puis quand on les regarde de près, on s'aperçoit que les aides sociales, elles sont ciblées aussi. Et que c'est justement pour ne pas avoir des aides sociales qui arrosent, entre guillemets, tout de manière indifférenciée, qu'on les a ciblées pour les familles monoparentales, Laurence pour les Rossignol, familles si vous voulez nombreuses. bien. Jérôme Bascher, vous êtes pour vous une refonte des aides sociales ? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est de quoi on parle quand on parle des aides sociales. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement et vous avez gouv.fr et vous trouvez que vous tapez aide sociale et vous trouvez un guide des aides sociales. Ce qu'on dit qu'on ne sait pas, il faut savoir déjà que l'information existe très simplement dans le monde moderne. Vous tapez sur votre smartphone et vous les avez immédiatement. En France, quand on veut réduire la dépense publique, quelle est la différence avec le reste de l'Europe ? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Si on considère que la protection sociale chez nous est liée à la sécurité sociale et à un système public, la différence de dépenses publiques, elle provient principalement du logement. On le sait très bien quand on fait les études très sérieusement. Donc, quand on cherche des économies, ça peut être sur le logement. Mais ce que je veux dire tout d'abord, c'est que nous dire qu'il y a trop de minima sociaux, je n'avais pas vu que c'était exactement dans le programme d'Emmanuel Macron. Ça, comme la baisse des aides de location au logement. C'était pas totalement dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc le problème, c'est de faire des nouvelles annonces qui n'étaient pas dans le programme et qui font porter aujourd'hui une menace sur le pouvoir d'achat. Et on sait bien que ceux qui sont dans les aides sociales ne thésaurisent pas cet argent. Simplement, il y a aussi, et je pense que le sondeur politologue pourra nous le dire, les Français en ont aussi marre de l'assistanat. Et donc, comme dans l'Oise, il faut faire une nouvelle politique de droits et devoirs pour qu'on soit bien sûr qu'il n'y ait plus d'assistanat. Alors, Emmanuel Rivière, c'est vrai que ça a été rappelé, il y a eu l'été meurtrier pour le gouvernement avec cette baisse de 5 € des APL. Là, c'est un nouveau dossier miné. Il y a un véritable problème de communication autour de ces aides sociales. On a vu bien la cacophonie et les couacs gouvernementaux à répétition entre les différents ministres sur ce sujet. Il y a de toute évidence un gros enjeu dans la posture, l'image et l'action de ce gouvernement et la manière dont ce quinquennat sera lu de la part des différentes catégories de Français, avec effectivement un enjeu qui est celui que vous avez évoqué, l'un comme l'autre, d'ailleurs deux enjeux. Un enjeu de lisibilité. Je pense que les Français, une enquête récente que nous avons faite dans 4 pays, dont la France, montre qu'ils ont une grande sensibilité au sentiment qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans le pays, avec l'Allemagne d'ailleurs, qui partage ce sentiment, au sentiment qu'il y a trop d'écart de revenus entre les riches et les pauvres. Mais ce qui pose un problème, me semble-t-il, davantage encore que tout cela, c'est le bien fondé de nos aides sociales. C'est qu'à un moment, il faut que la collectivité fasse plus ou moins consensus sur un modèle redistributif. Or, trop de complexité empêche la lisibilité. Et il y a des mesures dont on a vu dès le départ d'ailleurs qu'elles ne touchaient pas leur cible. La prime d'activité, qui s'appelait d'ailleurs prime pour l'emploi, ce qui était encore plus confusant, ça n'a jamais créé l'effet de levier. Ça ne veut pas dire que les gens qui la touchent ne méritent pas d'être aidés, mais l'effet de levier d'activité n'a pas eu lieu. Sur l'assistanat, c'est un fait que la France a cette caractéristique, 50% des Français dans l'enquête nous le disent, de considérer qu'il y a un phénomène de clivage, de tension possible entre ceux qui contribuent et ceux qui bénéficient. Simplement, c'est une tendance qui a plutôt en ce moment un recul et qui est de moins en moins évoqué alors que c'était majeur. C'est curieux de voir comment, à des majorités précises, on assigne implicitement des intentions et cette préoccupation sur l'assistanat est moins vive que celle que l'on constatait sur ce même sujet sous le quinquennat de François Hollande. Martin Lévrier, c'est vrai que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis un 13e mois pour les smicards, justement à l'encontre de Gérald Darmanin qui remet en cause la prime d'activité. Le ministre des Comptes publics qui a parlé de prime d'inactivité. Alors, quelques mots. Sur la prime d'activité, je vais vous donner un exemple simple, qui est un exemple concret que j'ai vécu il y a quelques mois dans mon ancienne vie. Une salariée que je veux promouvoir, je lui propose une augmentation de salaire et un nouveau poste plus intéressant, très contente, et elle revient me voir quelques jours après en me disant je ne peux pas l'accepter parce que j'ai 130 € de prime d'activité. Si je change de poste, je gagne moins. Donc on est dans une logique, et il est normal. Vous l'augmentiez de moins de 130 € par mois. Par mois, oui. Oui, mais il y a d'autres avantages, 10 semaines de congés payés, etc. Oui, l'entreprise, c'est pas aussi simple que ça. 130 € par mois, ça n'est pas rien. Enfin, si pour vous, 130 €, c'est rien. Non, mais je l'augmentais de près de 100 € net.
Donc on arrive à une situation où la personne a refusé alors qu'elle aurait eu une formation, qu'elle pouvait progresser dans l'entreprise, et une entreprise qui est coincée parce qu'elle veut promouvoir ses salariés, elle est coincée par une aide. Et l'aide, c'est très important aussi. Mais c'est ça le problème des aides sociales aujourd'hui en France, c'est qu'elles ont répondu à un moment précis, à des besoins précis, et c'est très bien, sauf qu'on est rentré dans le millefeuille. Donc remettre en travail ce sujet me paraît indispensable. Ce qui me gêne plus, et là je pense qu'on va être tous d'accord, c'est que les premiers mots viennent de Bercy. Et je suis le premier à le dire. Pour moi, ça n'est pas normal. Quand dans le même temps, c'est une erreur, cette approche budgétaire. Pour moi, c'est une erreur. Il faut arrêter d'avoir des approches budgétaires. Il faut bien poser le problème pour trouver la bonne solution. À une question bien posée, il y a une solution par 25. Et c'est pas à Bercy de tomber dans le propos. Ça devait être plus, effectivement, soit Pénicaud, mais surtout Buzyn, qui l'a fait indirectement. Quand on voit tout le travail qu'elle a fait sur la précarité, je vois Mme Rossignol qui est tout à fait au courant, je pense, tous les projets qu'on va mettre en œuvre, tout ce qu'on fait sur les EHPAD aujourd'hui, 360 millions en 3 ans qui sortent là, oubliés aussi sec, parce qu'une petite phrase mal interprétée, où on parle de rien. Oui. Oui, mais vous, Martin Livrier, vous savez bien que Bercy cherche aussi à faire un vaste plan d'économie. Mais il y a Emmanuel Macron qui était très clair, c'est la revalorisation du travail. Et on sait que les aides sociales pèsent beaucoup justement dans la dette aujourd'hui, donc il va falloir... Oui, mais ce qui compte, c'est les bons moyens pour sortir les gens de la précarité et leur redonner du travail. 2 remarques. Moi, j'ai été ministre dans le pôle affaires sociales, donc je connais l'appétit de Bercy à baisser, à prendre l'argent là où il pense que c'est facile de le prendre. Et où là, on s'est supposé ne pas avoir d'impact économique, d'impact sur la croissance. C'est-à-dire qu'ailleurs, on dit toujours quel impact sur la croissance, tandis que baisser les prestations ou les aides sociales, ça c'est supposé ne pas avoir d'impact. Donc, la capacité des ministres des Affaires sociales à résister à Bercy, c'est un test dans chaque gouvernement. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur la prime d'activité, parce que c'est intéressant qu'on s'y arrête un instant. Quand la prime pour l'emploi et la prime d'activité ont été faites, c'était pour éviter que les gens aient plus de revenus en ne travaillant pas qu'en travaillant avec des faibles revenus du travail. Et donc, on a réajusté ça avec cette prime. Aujourd'hui, on vient m'expliquer que cette fameuse prime d'activité que tout le monde trouvait justement dans un but incitatif à l'emploi et justement, entre guillemets, anti-assistanat. Aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, je connais un cas qui... Elle a des effets pervers, c'est tout. Tout a des effets pervers. Je connais aucune prestation qui n'a pas d'effet pervers d'un certain point de vue. Aucune. Donc, si on cherche... Juste vous dire une chose, c'est que pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, quand on parle des aides sociales, on parle de quoi? L'allocation de personnalisée à l'autonomie. C'est-à-dire, c'est justement un des éléments importants de la politique d'accompagnement du vieillissement. C'est-à-dire, c'est pour accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie. On parle des prestations familiales, on parle du RSA, on parle de quoi encore? Prestations familiales, RSA, et prestations et le logement. Où est-ce et l'allocation adulte handicapé? C'est celle-là que je cherchais aussi. Où là et la hache. Faut m'expliquer lesquelles sont à revoir totalement. Parce qu'on les corrige tout le temps. Je vous dire une chose, tout le temps on corrige les montants, les conditions de versement, la combinaison entre les prestations entre elles pour essayer d'aller au plus simple et au guichet Jérôme unique. Bascher, vous parliez de droits et de devoirs justement dans ces prestations. C'est peut-être là qui... Alors moi, il y a une chose effectivement qui me semble assez insoluble. J'ai écrit la loi sur le RSA lorsque j'étais au cabinet du ministre du Budget et dans lequel on avait à droite le souci et la faiblesse de penser qu'il ne fallait pas diminuer l'argent qu'on donne aux Français. Peut-être une vision de gaulliste social, mais c'est assez important. Et lorsqu'on a tenté de fusionner ces prestations, on a toujours trouvé effectivement des bonnes raisons de ne pas le faire. Je vois l'allocation de parents isolés a été fondue dans le RSA avec le RMI à l'époque, et on voulait par exemple y mettre... C'était Martin Hirsch, dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit totalement d'extrême droite, extrêmement libéral, qui voulait y mettre par exemple la prime de Noël, qui est versée aux chômeurs. Ça aurait fait donc des sommes plus rondelettes pour les titulaires du RSA. On voit bien que c'est extrêmement compliqué tout ça, et donc non, les gens y tiennent de trop. Mais j'ai une proposition à faire qui devrait plaire éventuellement au gouvernement, parce que à l'époque, le ministre de l'économie, lorsqu'il était candidat à des élections primaires pour la droite, avait fait cette proposition. Car on parle des allocations données sonnantes et trébuchantes. Mais dans nos collectivités locales, nous savons parfaitement qu'il y a aussi souvent la gratuité pour l'école, pour la cantine scolaire, la gratuité pour le centre aéré et un certain nombre d'aides. Il y a une proposition à faire pour remettre un peu tout cela en justice et assez clairement. C'est de fiscaliser tout ça. Quand je dis fiscaliser, c'est-à-dire que tout ça rentre dans le revenu. Histoire que pour une même personne qui touche le même revenu, on compte bien les avantages en nature, comme on le compte pour d'autres métiers. Eh bien, les avantages en nature doivent être
remis en place. Et à ce moment-là, on verra quel est le bon niveau de vie, il faudra le dire, quel est le standard de vie que l'on accorde à ceux qui en ont le plus besoin, mais de manière égalitaire. Tant que cela ne sera pas fait, les conditions et les réformes qui seront des réformes, j'allais dire, au rabot et donc aveugles. Emmanuel Rivière, on voit bien que l'enjeu aussi pour le gouvernement, c'est de faire comprendre que faire du social, c'est aussi créer de l'emploi, et il y a une sorte de paradoxe. Ouais. C'est effectivement un peu pour ça que Emmanuel Macron a été élu, c'est pour ça que cette majorité a été confortée. C'est dans l'idée qu'il y avait un certain nombre d'ajustements à faire dans ce pays, puisqu'il y avait un constat qui était assez partagé, c'est que le pays n'allait pas et qu'il fallait corriger un certain nombre de travers. Et donc c'est la proposition d'Emmanuel Macron, le sens de son action d'ailleurs s'interprète aussi beaucoup dans les messages qu'il envoie à ceux qui entreprennent, qui investissent, qui créent de l'emploi en France. Le problème c'est que on a très bien vu, vous le rappeliez, comment cet été une simple articulation entre la réforme de l'impôt sur la fortune et la baisse des APL a collé à Emmanuel Macron une étiquette dont, à mon avis, il aura beaucoup de mal à se défaire d'ici la fin du quinquennat. Maintenant, il y a un pas à franchir entre président des riches et président contre les pauvres qui serait dangereux de franchir. Et c'est tous l'enjeu de ce qui est en train d'être discuté là, et c'est effectivement fâcheux que ce débat soit mis sous la table sous forme de sorties plus ou moins contrôlées qui ne donnent pas le sentiment de cohésion et de lisibilité dans l'action. Martin Lévrier, c'est vrai qu'il y a eu ce séminaire gouvernemental hier, on en parlait, sur les orientations à donner pour la suite du quinquennat. Beaucoup souhaitent un virage beaucoup plus social, quand on voit justement qu'il y a 100 milliards à trouver pour réduire la dépense publique. Ça va forcément se faire au détriment de ces aides sociales ? Non mais rien de nouveau, et je reprends ce que vous alliez dire, mais presque à l'inverse. Pourquoi cette image de riche alors que dans le même temps, il y a eu énormément de mesures dans l'autre sens pour revaloriser le travail. Je reprends au même moment l'exemple de la CSG et des baisses des cotisations sociales couplées à la taxe d'habitation, qui sont des baisses, une augmentation du revenu du travail et des baisses d'impôts, puisque la taxe d'habitation, c'est une baisse d'impôts. Malgré ça, on veut garder absolument, quoi qu'il arrive, cette image de président des riches parce que ça fait le buzz. Et bon, très bien, pas grave. Le gouvernement est là pour 5 ans. Il y a un vrai travail à faire en profondeur. Il y aura des effets d'annonce qui seront bonnes, des effets d'annonce qui seront mauvaises, mais nous, on va continuer sur le même chemin. Et le même chemin, c'est vraiment le travail, c'est aider les plus jeunes qui sont en grande précarité, ce million de jeunes à la rue. Et c'est pour ça, enfin en grande difficulté, pas à la rue. C'est pour ça qu'on travaille et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement dans les 5 ans, mais ne vous arrêtez pas sur des petits buzz. Regardez l'ensemble de la complexité et encore moins sur les petites phrases qui prêtent des débats sur lesquels il n'y a pas de débat pour l'instant puisqu'on ne connaît pas les analyses budgétaires. Un buzz à 4 milliards d'euros, c'est pas un buzz. Non, c'est pas 4 milliards d'euros. Oui, écoutez, c'est les chiffres que donnent tous les spécialistes qui savent additionner l'ensemble des exonérations fiscales qui ont été accordées pour les 5% des revenus les plus élevés de ce pays. C'est pas un buzz, c'est un chiffre. 1 milliard d'euros de taxe d'habitation. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a des contradictions. Moi, je n'accuse pas le gouvernement de vouloir s'en prendre forcément aux plus défavorisés, mais je l'observe quand même des contradictions. D'un côté, on a un discours avec un grand plan pauvreté pour les jeunes. Ok, mais le grand plan pauvreté pour les jeunes, comment il est compatible avec un ciblage posé comme il est là sur il y a trop d'aides sociales? Parce que ces aides sociales, à l'instant, Jérôme Bascher le disait, quand on a fusionné, qu'on a fait le RSA et qu'on a mis dedans l'allocation de parents isolés. Moi, j'ai créé il y a 4 ans une aide pour les mères de famille monoparentales qui ne perçoivent pas les pensions alimentaires que leur ex-conjoint devrait leur verser. Donc il a bien fallu à un moment donné confronter à la pauvreté des familles monoparentales, par exemple, que l'on prenne des initiatives nouvelles. Les personnes âgées, personne ne conteste qu'il y a aujourd'hui des immenses difficultés dans les familles pour assumer le coût du vieillissement. Deuxième gros bloc quand même des dépenses sociales. Donc il y a un discours qui est de l'idéologie, qui consiste à dire qu'il y a trop d'aides sociales, parce qu'on pense qu'on va conforter l'anti-assistanat des Français. Les Français, ils sont... Et je suis contente de ce que vous avez dit tout à l'heure, ils évoluent là-dessus, parce que d'abord ils se rendent compte que ceux qui sont dans le bas sont de plus en plus nombreux, et donc ils les connaissent, et ils sont proches d'eux. Et puis, ils voient bien quand même qu'à un moment donné, il y a des injustices qui ne sont pas acceptables. Et donc, comment on fait pour avoir une politique cohérente entre les annonces qu'on fait, qui sont certes généreuses et que vous avez évoquées, et la réalité des chiffres, qui, elle, est cruelle pour les familles les plus modestes?
Peut-être Emmanuel Rivière, est-ce que les Français sont prêts aussi à entendre qu'on va peut-être aujourd'hui plus investir vers l'accompagnement, vers le travail, plutôt qu'un système d'assistanat, entre guillemets? Mais il y a des Français qui sont prêts à l'entendre. Mais le problème, c'est que ça crée une tension entre les différentes catégories de Français. Nos derniers baromètres pour le Figaro Magazine, qui montrent une légère érosion de la confiance dans Emmanuel Macron, qui passe de 41 à 38, montrent surtout un écart de 35 points entre la confiance qui lui est, et qui progresse d'ailleurs, qui est accordée par les plus favorisés, et qui sont 61%, et ceux qui ont les revenus les plus faibles, où là, on est à 26%. Et c'est cette tension-là, en fait, qui est problématique. Donc, il y a probablement quelque chose qui va se construire sur l'ensemble du quinquennat. Puis la démocratie est faite pour ça. Les rendez-vous, c'est a priori tous les 5 ans. Mais on n'attendra pas 5 ans, je pense, pour que, si ça marche, c'est-à-dire si effectivement un regain incontestable d'optimisme qui s'est produit dans le pays produit de l'activité, produit la croissance, produit la création d'emplois, pour que ces gens qui, pour l'instant, se sentent pas pris en considération, se disent « et nous ?» Quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que cette redistribution se fait? Dans un contexte qui, lui, ne date pas de 2017, où les Français ressentent, voilà, les 3/4 des Français pensent qu'on vit dans un pays inégalitaire. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est exact, en tout cas, c'est leur sentiment. Et donc, plus on parlera plus on mesurera des succès s'ils viennent, ce que tout le monde peut souhaiter en termes économiques, plus il y aura une demande de redistribution. Alors, Martin Lévrier, ensuite peut-être Jérôme Bascher. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement pour reprendre vos propos des 4 milliards qui sont indirectement un pari sur une forme d'investissement. Effectivement, ça a coûté 4 milliards, mais pour un retour espéré beaucoup plus fort. C'est un risque. En revanche, les annonces qui sont faites déjà, les 360 millions pour les EHPAD, les annonces en juillet qui vont être pour la précarité, elles existent, elles sont prévues et elles vont être budgétées. Donc vous ne pouvez pas dire on n'a rien fait. D'abord, on a baissé le déficit de façon considérable par rapport au grâce à la croissance extérieure. Pas que ça. La Cour des comptes vient de le dire. Elle l'a dit hier devant la Commission des Finances. Oui, mais il n'y aurait pas eu les 5 milliards à récupérer. Enfin, les 10 milliards divisés en 2 fois, ça aurait été autre chose. Donc si vous voulez, non, c'est pas que. Et ça continue comme ça. Et vous savez, les engagements de l'État sur l'augmentation de ses dépenses en tant que telles de 0,5% seulement. Donc il y a vraiment des efforts qui sont en cours, des budgets qui vont s'équilibrer. Et moi, je suis convaincu qu'on est capable de mener la politique prévue en orientant une politique sociale vers les plus précaires. Vous savez, on peut faire de dire comme ça, ex cathedra, il faut baisser la dépense publique. Mais c'est ce que vient de dire Bercy, en fait. Pourquoi ça vient de Bercy? Parce que dans Action 2022, pour réduire soi-disant la dépense publique et revenir à un déficit hypothétique autour de zéro, je ne sais pas, il faut que les ministères proposent. Or, on sait très bien, et je le tiens de bonne source, que les ministères sociaux n'ont absolument rien proposé. Or, c'est plus de la moitié des dépenses publiques. Merci Laurence. Je dis juste que taper là-dessus, et je l'avais dit sur ce plateau il y a 2 mois, c'est menacer la consommation et menacer la croissance. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé avec la CSG au premier trimestre, et on vient de la voir dans les chiffres de la croissance du premier trimestre, qui est seulement de 0,2. Et on est là, avec ce trimestre-ci, peut-être aussi à cause de la grève des trains, il faut le dire, peut-être aussi à cause de la grève des trains, mais pas que, on est encore là en train d'inquiéter la consommation et on peut casser la croissance. Donc si on veut aller dans le mur, je pense qu'il faut continuer à klaxonner.